Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Si vous nous écoutez sur la radio 93.5 MHz, merci de nous suivre et vous êtes dans votre émission Face à Face. Face à Face aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix de carburant. Il y a 5 jours, les Tchadiens se sont réveillés avec une nouvelle qui fait trembler beaucoup de consommateurs et qui a fait couler beaucoup d'encre durant la semaine qui s'est écoulée. Donc voilà, l'essence est augmentée, est passée de 518 francs CFA à 730 francs CFA. Le gasoil, lui, passe de 700 à 828 francs CFA. L'augmentation d'essence est estimée à environ 40% par rapport au prix qui était déjà là. Donc beaucoup d'associations, beaucoup de syndicats se sont exprimés, ont contesté cette augmentation. Certains ont demandé que le prix soit revu en baisse, ou sinon il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour pouvoir essayer d'améliorer cette situation que les Tchadiens jugent un peu grave dans ces conditions où nous sommes dans une crise de cherté de vie un peu partout, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de l'économie. Donc pour pouvoir aborder cette actualité, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, pour vous et chez vous, Monsieur Abdel Nasser Garboua. Il est journaliste et analyste politique. Bonsoir Monsieur Abdel Nasser et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Sainte, et bien merci de m'avoir invité une fois de plus et je suis ravi de retrouver les studios de Tchad Info qui était très agréable. C'était un honneur pour nous de vous recevoir en tout cas sur ce plateau. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous l'honorable Béral Mbaïkoubou. Il est conseiller national au Conseil national de transition. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Alors, comme je le disais à l'entame de cette émission, notre sujet porte sur l'augmentation du prix du carburant, mais nous allons aussi nous poser sur un autre sujet d'actualité qui est celui de la déclaration du Tchad comme étant un pays en état d'urgence alimentaire et nutritionnelle. Mais avant de venir sur ce sujet, nous attaquons bien entendu la question de l'augmentation du prix de carburant. Alors, la question s'adresse à monsieur Abdel Nasser Garboua. Quelles sont les raisons évoquées par le gouvernement pour justifier en tout cas cette augmentation du prix de carburant sur le marché? Écoutez, je pense que le gouvernement a fait un communiqué. Le Premier ministre, donc la primature, a fait un communiqué de 2 pages pour donner plusieurs raisons à cette augmentation et entre autres raisons évoquées, c'est d'abord la crise au Soudan qui a entraîné donc un investissement supplémentaire du Tchad pour venir en aide à nos voisins. Il a également parlé des insuffisances de la raffinerie de Djermaya qui, selon le gouvernement, ne parvient pas à suffire donc à l'alimentation, donc à l'approvisionnement de tout le Tchad. Donc ils font appel justement aux pays voisins pour renflouer nos cuves. Il y a également la question de la hausse de prix un peu partout dans la zone CEMAC et qui entraîne également un effet néfaste, notamment en ce qui concerne la contrebande. Et donc voilà les principales raisons évoquées par le communiqué du Premier ministre pour nous dire, pour justifier cette augmentation. Alors, on ne va pas reposer la même question au conseiller Béral. La question qu'on va lui poser, c'est quelle est votre analyse sur ces raisons avancées par le gouvernement en ce qui concerne l'augmentation du prix des carburants? Oui, très sincèrement, toutes ces raisons qui sont évoquées et qui ont été, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été énuméré par mon très cher ami Abdel Nasser Garboua qui vient de les énumérer. Et, je suis révolté par rapport à ces raisons qui sont avancées. Très sincèrement, si nous sommes face à des gouvernants qui respectent leur population, ils ne pourraient jamais débuter des raisons aussi stupides
que celles-là. Alors, pour les reprendre les unes après les autres, la crise du Soudan, qui fait que nous accueillons nos voisins qui sont en fuite par rapport à la folie meurtrière qui se déroule là-bas entre des assoiffés de pouvoir. Ça, c'est une parenthèse. Mais quand nos voisins arrivent et que nous les accueillons, nos populations accueillent déjà des personnes en dépit de leurs propres difficultés. Selon le principe tchadien de quand il y en a pour un, il y en a pour deux. L'hospitalité est une réalité dans notre pays et les gens sont prêts à accueillir leurs voisins lorsqu'ils sont en difficulté. Alors, vous expliquez à ces gens-là que puisque vous avez la générosité d'accueillir des personnes qui sont en souffrance, en guise de récompense, on vous augmente un petit peu de dépenses. Vous devez dépenser un petit peu plus. Parce que cela ne suffit pas que vous donniez un petit peu de votre terre pour que nos frères et sœurs, voisins et voisines viennent chez nous et que nous les accueillons. On leur donne leur terre, nos terres pour cultiver au cas où. On leur donne un petit peu de notre nourriture. On accepte leur manière de vivre. Donc c'est de la tolérance laïque affichée à grande échelle. Et à cette population qui fait montre de cette générosité, on dit, en termes de récompense, vous devez payer un peu plus votre existence. L'autre raison, le prix du carburant à côté, dans la sous-région, qui conduit à la contrebande. Nous sommes un pays qui a l'habitude de se proclamer comme étant souverain. Alors, l'inquiétude s'installe. Si nos gouvernants ne sont plus capables de contrôler la contrebande, de faire en sorte que le carburant ne sorte pas de manière frauduleuse, et que la seule raison qu'on trouve, c'est de dire, on augmente le prix du carburant pour que ça coûte exactement comme ailleurs, alors les contrebandiers ne vont pas rapporter notre carburant ailleurs. Est-ce que vous voyez l'absurdité du raisonnement? Alors, dans ce cas-là, puisque le ciment coûte moins cher dans la sous-région que chez nous, pourquoi l'on n'a jamais ajusté les prix? Puisque les denrées alimentaires, ils coûtent, et il est beaucoup plus facile de se nourrir avec 500 ou 1000 francs CFA au Cameroun qu'au Tchad. Pourquoi l'on n'a jamais pensé à ajuster les prix? La dernière raison, la raffinerie. Elle est incapable de fournir le pays en carburant, alors il faut augmenter le prix. C'est quoi la logique? Je ne la comprends absolument pas. Ça veut dire qu'il faut éliminer certaines personnes qui ne seraient pas capables d'acheter du carburant, et comme ça, les plus riches, les plus nantis, seront les seuls à consommer du carburant, et donc il y en aura suffisamment pour d'autres. Ou bien, quelle est la logique? Je ne comprends absolument pas les raisons avancées par... Et je suis révolté. Je suis révolté parce que les raisons qu'on a données, il n'y a qu'un gouvernement qui prend son peuple pour une bande de cons qui puisse servir des raisons comme ça. C'est incroyable. On aurait pu nous chercher des raisons un peu plus solides. Toutes les raisons qui sont avancées jusqu'à aujourd'hui, très sincèrement, c'est de l'insulte à l'intelligence nationale. Et dans un contexte comme le nôtre, où il y a un bouillonnement social qui est en sourdine, les travailleurs sont en train de s'apprêter pour des grèves de toutes sortes. Vous avez la cherté de la vie dans la généralité qui est déjà augmentée, et en toute intelligence, brillamment, ce gouvernement vient. Qu'est-ce qu'il fait comme solution? Il faut encore rajouter la souffrance à la souffrance. Merci conseiller Béral, merci pour votre analyse sur les raisons avancées quant à l'augmentation du prix de carburant. On revient à Abdel Nasser Garboua. Est-ce que cette hausse du prix de carburant est inévitable compte tenu du contexte économique actuel du Tchad? Écoutez, je comprends les
l'émotion de l'honorable Béral, parce que je le vois très très engagé dans cette posture. Mais moi, je préfère être un peu plus lucide. Vous savez, le pétrole est une denrée très volatile. C'est une denrée qui est très discutée dans le cadre géostratégique mondial. Et son prix est souvent fixé par le marché mondial. Et il faudrait que les Tchadiens comprennent une chose, et malheureusement le gouvernement, je pense qu'en donnant plusieurs raisons, n'a pas été à la hauteur, malheureusement, n'a pas, je dirais, pris la mesure de la chose, et surtout n'a pas assumé réellement ces raisons. Moi, je pense que les contextes... Vous trouvez que les raisons ne sont pas soutenues? Je pense que le gouvernement a été très léger dans l'énumération de ces raisons. Il aurait pu donner des raisons plus valables. Parce qu'il y a des raisons. Malheureusement, je n'ai pas vu sur ce plateau un économiste. On aurait pu avoir un économiste avec nous pour nous donner. Moi, je vous donne les chiffres à décembre 2023, les chiffres de la sous-région des pays pétroliers. Par exemple, si on se tient compte uniquement du prix du super, donc l'essence, comme on dit, le Tchad en décembre, jusqu'à l'augmentation actuelle, mais tenons-nous aux chiffres de décembre, le Tchad avait le prix le plus bas, 518 francs CFA. Mais il y avait aussi la Guinée équatoriale. Oui, la Guinée équatoriale, c'est un autre problème. C'est vraiment un problème à part. Il ne faut pas mélanger. Comme vous allez dire, Arabie Saoudite et autres, c'est un petit pays qui a des pétroles en point savoir. Et puis, ils ont une réserve en argent qui est énorme et tout ça. Donc, ils peuvent supporter. Et c'est même à peine 1 million d'habitants. Quand on dit 1 million, même, c'est en gonflant, quoi. Donc, c'est un tout petit pays qui a les moyens de subventionner autant qu'il veut. Ce n'est pas comme les autres pays. Je prends l'exemple du Gabon, par exemple. Le Gabon, qui est un pays pétrolier, et son pétrole était à 605, son essence était à 605 francs. Le Congo, c'était à 625 francs. Le Cameroun, ici, qui est un pays pétrolier également, était à 730 francs en décembre. Donc, ça, j'ai fait fi de récentes augmentations. En plus de ça, sur le marché mondial, le brut également est très haut par rapport à l'ensemble de choses. Par exemple, comment on appelle ainsi donc, sur le plan purement économique, l'État tchadien ne peut pas, pendant longtemps, supporter un prix bas. C'est pas possible. Et peut-être, je dirais même, l'erreur du gouvernement, c'est de n'avoir pas augmenté à temps. Parce qu'on a laissé le prix à 518 pendant longtemps. On aurait pu procéder à des augmentations. Parce que quand on augmente doucement, les gens ne vont pas sentir. Mais quand ils ont attendu jusqu'à ce que la situation soit intenable sur le plan international, avant d'augmenter, je crois que c'est ça qui a posé le plus de problèmes. Ils auraient dû augmenter plus tôt. Si on était à 600 ou 625 ou 600 combien et puis on monte à 700, je pense que les gens ne vont pas sentir ça autant. Mais comme on est resté à 518 pendant très longtemps, ça c'est vraiment une raison très valable. Et puis également la question de la contrebande, c'est vrai qu'on pourra peut-être renforcer un peu plus les contrôles douaniers, comme d'ailleurs le gouvernement l'a dit dans son communiqué. Mais il faut se dire également que le Tchad est un pays qui a une frontière très poreuse de toutes parts. Ainsi donc, la contrebande est un facteur. Imaginez quelqu'un qui a du carburant au Tchad à 518 francs. Imaginez 518 francs et en Centrafrique c'est à 1300 le carburant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a plus du double le prix en Centrafrique. Donc les contrebandiers, ils utilisent tous les moyens possibles pour déjouer la vigilance des douaniers. Au Cameroun, ici à côté, où aussi on a beaucoup de contacts avec eux, nous sommes aujourd'hui partis de 730 à 800 quelques, donc 840, là également, c'est un autre problème. Et je crois que le gouvernement se sent
se sent pris à la gorge quand il a fait cette démarche. Mais Non. il aurait pu avancer des raisons beaucoup plus valables et s'en tenir à cela, mais malheureusement, ils ont plutôt servi un chapelet de raisons qui donnent plutôt l'impression à la population qu'il y a un tâtonnement. C'est ça le problème. Alors, vous trouvez justifier cette augmentation du prix dans le contexte économique actuel? En un mot, rapidement. Oui, moi, c'est en fait, parce qu'il ne faut pas prendre le contexte tchadien. Le carburant est géré dans un contexte économique mondial. Et le contexte économique mondial va vers l'augmentation du carburant. Encore que les 518 francs pour nos partenaires, par exemple la FMI, la Banque mondiale, ils trouvent que l'État tchadien perd énormément en maintenant ces barèmes de prix. Donc les FMI, ça fait plus d'une année qu'ils font la pression au gouvernement afin d'augmenter. Je pense que c'était le chef de l'État qui avait toujours refusé ces augmentations. Mais là, je pense que le gouvernement a réussi à les convaincre et face à l'inéluctable, ils sont obligés de suivre le pas. Moi, Alors, nous allons revenir à conseiller Béral. Quel serait l'impact donc de cette... Est-ce que cette augmentation du prix du carburant pourrait avoir des répercussions sur d'autres secteurs économiques du pays? Ça ne peut que tout naturellement avoir des répercussions. Quand je trouve que ces décisions sont complètement idiotes, c'est pour cette raison. C'est que quand on parle de carburant, on parle d'énergie. Et quand on parle de l'énergie, c'est un considérant qui est absolument transversal dans la société. Donc, ça veut dire que les gens qui vont porter leurs céréales au moulin pour le faire écraser verront les prix augmenter. Les gens qui ont besoin de transport urbain, interurbain ou bien interrégional, etc., vont connaître des augmentations. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que l'on peut expliquer la résolution d'un problème avec la consolidation du même problème. Nous sommes dans un contexte social, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où tout le monde est vent debout parce qu'il y a insuffisance salariale, il y a des revendications par rapport à des arriérés par rapport à différentes primes des agents de la fonction publique. On est en panne par rapport aux besoins de l'école, des infrastructures, etc. C'est-à-dire la population est déjà surchauffée. Plutôt que de chercher des mesures qui vont atténuer cette circonstance surchauffée, c'est-à-dire ce bouillonnement social qui est en train de se mettre en route, on vient de manière complètement inintelligente, mais absolument inintelligente, on vient plaquer cette histoire d'augmentation de prix. Le problème avec le carburant chez nous, il faut lire les choses selon les contextes, c'est que les gens qui achètent des carburants, dans la tête des gouvernants, apparemment, on achète du carburant que pour faire rouler des véhicules. Et si l'on a les moyens d'avoir une voiture, alors ça ne coûte pas grand-chose de rajouter 200 ou 300 francs. Non, le problème, il est que notre carburant à nous, il est acheté par une diversité de populations. Ça va du maraîcher qui cultive sa salade, sa laitue au bord du Chari avec sa motopompe, jusqu'à la grosse berline qui a besoin de 100 ou 150 litres de carburant pour rouler, en passant par des personnes qui, à cause du délestage, ont besoin de carburant pour faire tourner leur groupe électrogène. C'est tellement diversifié. Et je ne comprends pas comment est-ce que dans un tel contexte, un gouvernement peut n'être pas capable de saisir cette diversité et prendre simplement la dimension l'explication la plus ridicule que je trouve. C'est l'explication des prix dans la sous-région. Mais dans la sous-région, là également, je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, nous avons tout plein de choses par rapport auxquelles nous ne sommes pas harmonisés ou nous ne sommes pas alignés sur les autres. Combien coûte le ciment au Cameroun et combien coûte-t-il ici?
Alors pourquoi n'a-t-on pas pensé à rabaisser le prix du ciment pour que nous entrions dans le prix de la sous-région? Combien coûtent les denrées alimentaires, le transport urbain ou interurbain, etc. Pourquoi on ne fait pas ces comparaisons et subitement on se découvre une fibre sous-régionale quand il s'agit d'augmenter des prix pour faire entrer de l'argent qui d'ailleurs va entrer on ne sait trop où, comme souvent dans ce pays. Donc pour moi, cette mesure, elle est absolument stupide. Elle est stupide. Il faut simplement la retirer. Et d'ailleurs, vous avez vu que les syndicats ont déjà donné un avertissement. D'ici les 48 heures, ils vont aller en grève. Une grève que je soutiens avec force, d'ailleurs. Il faut qu'ils continuent. Parce que c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas mettre les gens au pain sec parce que leurs salaires sont insuffisants et vous leur augmentez les charges. Comment est-ce que les gens vont faire pour se déplacer, aller au travail? Comment ils font pour aller s'occuper des malades, aller enseigner nos enfants et nos cadets? Comment est-ce que les gens vont faire pour aller rendre service à l'État, simplement? Donc je trouve que c'est une mesure qui est 10 000 fois irréfléchie. Franchement, j'ai toujours pensé que nous sommes sous une gouvernance sans cerveau, mais cette fois-ci, la preuve est définitivement apportée. Vous ne pouvez pas être dans un contexte où les travailleurs sont en train de vous secouer parce que vous ne faites rien pour leurs conditions de vie et vous, en toute intelligence, brillamment, vous vous levez, vous dites, la solution, c'est d'augmenter. Qu'est-ce que c'est que cette stupidité? Conseiller Béral, qu'est-ce que c'est que cette stupidité? Nous revenons à Abdel Nasser Garboua et c'est incroyable. Nous lui reposons la même question, Monsieur Abdel Nasser Garboua. Quelle est votre position selon l'influence que cette augmentation du prix du carburant aura sur le coût de vie des Tchadiens? C'est-à-dire, le conseiller a déjà commencé par aborder. Est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, que cette augmentation du carburant aura une influence sur la vie des Tchadiens ou soit sur d'autres secteurs économique du pays? Mais bien évidemment, ça c'est une évidence. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Comme l'a dit le conseiller, le carburant est le moteur avec lequel tout tourne. Et quand son prix augmente, la répercussion se fera sur le consommateur final. C'est-à-dire que la personne qui augmente son budget comment vous appelez, de groupe pour la motopompe, il va forcément le répercuter sur la personne qui va acheter après le légume, que ce soit la salade, que ce soit la tomate, que ce soit, je sais pas, n'importe quoi, persil ou radis. C'est-à-dire tout ce qu'il produit, c'est en fait c'est sa production. Lui, c'est-à-dire ça devient ce qu'on appelle le prix des revient. Et puis quand il va vendre, il va mettre une marge bénéficiaire sur ça. Il ne va pas vendre en perte. Donc, ça, c'est la première explication logique de la situation. Mais pour atténuer un peu cela, je voudrais dire que depuis un bon bout de temps, les gens ont des difficultés pour accéder au carburant dans les circuits normaux. Donc les Tchadiens, dans leur grande majorité, s'approvisionnent dans les circuits, je dirais, parallèles. Et donc dans les circuits parallèles, le carburant coûte plus cher depuis un bon bout de temps. Moi, je prends un exemple simple. Par exemple, dans la région du Guéra, où j'y vais pratiquement chaque mois, l'essence se négocie entre 1000 et 1500. Parce que dans les stations, il n'y en a même pas. On vient toujours dans les circuits parallèles et on achète à 1000 francs quand, dans le meilleur des cas, peut-être si vraiment on connaît, on nous donne ça à 900 francs. Sinon, vraiment, c'est 1000 francs, c'est des meilleurs des cas. Et puis, parfois, s'il y a rupture, ça monte jusqu'à 1500, et peut-être même plus. Donc, ça dit que cette situation perdure pratiquement sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, même en N'Djamena, ici, il y a des moments où on achetait les carburants beaucoup plus chers.
Maintenant, il revient au gouvernement de mettre en place, je dirais, de très bonnes mesures d'accompagnement de cette situation. Déjà, il faut vraiment maîtriser les circuits de distribution de carburant. C'est là où ça pose vraiment problème. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on fasse cette augmentation, des gens prélèvent du carburant au niveau de Djerma, mais ils les amènent ailleurs. On ne les voit pas à la station. Chaque fois à la station, il n'y a pas de carburant. Alors qu'à Djerma, chaque jour, il y a des sorties qui sortent. Ils vont où? Ça, c'est la grande question que le gouvernement doit absolument trouver solution à cela. Aujourd'hui, nous avons environ une trentaine de marketeurs. Moi, je pense que le problème, ça se trouve d'abord à ce niveau. Il faut impérativement au gouvernement de réduire le nombre de marketeurs. Une personne qui n'a même pas une station-service est marketeur. Une personne qui a une station fictive est marketeur. Or, le marketeur, dans un pays normal, il faut 2-3 marketeurs, pas plus. Les restes, ce ne sont que des vendeurs. Il faut que le marketeur mette à leur disposition. Et le marketeur, il faut donner au grand groupe. Des gens qui sortent de nulle part, parce qu'il y a des intérêts dans cette histoire, et ils se décrètent marketeurs, et chacun fait des pieds et des mains, et donc il y a un grand circuit de contrebande, je dirais, à très haut niveau, où les gens se permettent de se couvrir, et ça, il faut arrêter ça. Et là, il n'y a que le Premier ministre et le chef de l'État qui peuvent frapper du poing sur la table pour arrêter. Et aujourd'hui, moi j'ai bon espoir avec l'arrivée du directeur général actuel des douanes qui a fait ses preuves quand il était dans l'administration du territoire. Nous eussions espéré qu'avec ces messieurs, les circuits que les gens mettent en place pour faire sortir le carburant vers le Soudan, vers la Centrafrique et peut-être vers le Cameroun soient arrêtés. Et donc là, le gouvernement a du pain sur la planche. Alors, M. Abdelnassir Garboua, tout à l'heure, vous étiez en train de parler du prix du carburant comparé aux autres pays de la sous-région. Alors, au Cameroun, par exemple, lorsque l'État a augmenté le prix du carburant, ils ont trouvé un moyen d'augmenter également les salaires de 5% sur le salaire que les anciens avaient, pas les anciens, les fonctionnaires de l'État avaient au départ, avant l'augmentation du pétrole. Alors, est-ce que vous proposeriez une solution pareille dans le cas du Tchad? Écoutez, les syndicats sont montés au créneau. Je ne veux pas prendre leur place. Et je pense qu'ils vont ouvrir des débats avec le gouvernement. Ils vont trouver des solutions. Il faudrait également dire une chose, que le salaire de base, le salaire minimum, donc le SMIC, au Cameroun est 2 fois moins qu'au Tchad. Ça, il faudrait savoir. Au Cameroun, le SMIC, c'est autour de 30 quelques mille. Ce n'est pas les 60 000 francs du Tchad. Donc, ça également, le Cameroun peut se permettre d'augmenter facilement son salaire ou son SMIC, parce qu'il a demandé d'augmenter le SMIC et d'ouvrir des discussions avec les privés pour l'augmentation du SMIC. Mais est-ce que le Tchad peut se permettre dans cette situation économique? Ça, c'est la grande question que le gouvernement va trouver avec ses partenaires sociaux. Et ça, la semaine d'ailleurs qui va se commencer sera fortement, on va suivre des choses. Conseiller Biral, quelles sont selon vous les mesures que le gouvernement devrait prendre, en tout cas pour soutenir les populations les plus vulnérables face à cette hausse, si cette hausse est retenue? Oui, si cette hausse est retenue. Le gouvernement aura face à lui la fronde sociale, c'est-à-dire des travailleurs qui vont se dresser. Et comme je vous l'ai dit, ça s'annonce pour les quelques jours qui arrivent déjà, et à raison d'ailleurs. Notre problème, il n'est pas, comme vous l'avez demandé à mon cher ami Garboua tout à l'heure, qui a dit des choses que je partage tout à fait. Le problème du Tchad n'est pas une question d'augmentation de salaire. Alors, parce que aujourd'hui, même si vous décidez ce soir-là simplement que le SMIC passe à 200 000 francs, vous allez vous rendre compte demain matin dans les boutiques que la baguette que vous achetiez à 100 francs va passer à 400 francs. Donc le problème,
ne sera pas résolu. Si le marché n'est pas régulé, l'augmentation du salaire ne va servir à rien. Donc c'est l'ensauvagement du système marketing, c'est-à-dire la régulation du marché, que le gouvernement doit avoir le courage de prendre à bras le corps pour que le reste fonctionne. On ne va pas pinailler à longueur de journée sur l'augmentation des salaires. Ça ne servira à rien. Dès lors que le premier commerçant apprend que dorénavant, les fonctionnaires qui touchaient 100 000 francs ont maintenant 500 000 francs de manière arbitraire, comme ça, on va multiplier tous les prix sur le marché à proportion égale. Du coup, vous vous retrouvez dans le même problème que vous avez au départ. Donc, le problème, il n'est pas celui-là. Je crois que le gouvernement doit avoir le courage simplement d'imposer une règle au marché, de réguler le marché, de mettre au pas les opérateurs économiques pour qu'il y ait un faisceau de pratiques de prix sur le marché à ne pas dépasser. Nous nous comportons comme si le libéralisme commercial, c'était de la jungle. Non. Même aux États-Unis, le pays capitaliste, s'il en est sur notre planète, il y a des règles de marché. Vous ne vendez pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Parce que de toute façon, c'est l'État qui crée les conditions pour que vous exerciez votre activité économique. C'est l'État qui vous garantit la sécurité, c'est l'État qui vous donne les autorisations, c'est l'État qui vous permet par les taxes douanières, etc., de pouvoir exercer comme opérateur économique. Vous ne pouvez pas être opérateur économique et être au-dessus de l'État. Notre problème, il est à ce niveau. C'est qu'il y a des personnes parmi nos gouvernants qui sont des gouvernants de la main droite et des opérateurs économiques de la main gauche. Et donc, ils n'ont pas le courage, et ça ne les intéresse absolument pas, de réguler le secteur pour que ça puisse marcher de manière raisonnable. C'est plutôt ça, le point d'orgue, il est à ce niveau. C'est que le gouvernement doit être capable de fixer clairement des limites quant à la pratique de certains prix. Parce que si je vous prélève telle ou telle taxe, je vous exonore de telle ou telle fiscalité, c'est avec de l'argent public. C'est l'argent public qu'on dépense pour ça. En contrepartie, il faut bien que l'opérateur économique puisse également être au service des populations avec des prix qui soient pratiqués de manière raisonnable. Le capitalisme n'est pas de la sauvagerie, pas du tout. Lorsque vous avez, par exemple, pour 40% d'augmentation de prix de carburant sur le marché et vous avez 150% d'augmentation quant au transport public urbain, pour les gens qui prennent le bus ou le taxi pour se déplacer. Est-ce que c'est raisonnable? Autre chose que le gouvernement peut faire. Nous sommes à peu près un pays extraordinaire parce que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au Tchad, il n'existe pas de transport public. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux qu'un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme richesse, avec tout ce que nous accumulons, il n'existe même pas, à part les bus qui transportent les étudiants pour l'université, nous n'avons pas une seule agence de transport. Vous voulez aller à Béché, à Moundou, à Faya ou à Sahar, vous n'avez pas une seule agence qui appartienne à l'État. Ce qui aurait permis d'avoir des prix qui soient fixes, qui soient maintenus à des taux raisonnables pour que le citoyen puisse se déplacer. On n'a pas de bus, on n'a pas de train, on n'a pas de métro. Bon, je rigole, ça, on le dit pour s'amuser. On n'a pas on n'a pas une agence de transport aérien, etc. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Et pourtant, nous savons que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Notre problème est que nos gouvernants pensent que l'argent a toujours sa place dans les poches privées plutôt que pour l'utilité. Nous ne serions même pas en train de discuter de tous ces sujets si seulement le gouvernement
disposer de ses propres moyens quant aux infrastructures, au transport, pour que si un fonctionnaire peut prendre un bus public le matin avec un ticket qui lui est délivré par l'État pour venir à son service, vous allez parler d'augmentation du prix du carburant. Bon, peut-être ça va faire quelques remous, comme en démocratie toujours. Dans toute société, c'est comme ça. Mais ça ne va pas faire autant de bruit que ça. Mais cette fois-ci, merci, conseiller révoltant. Merci, conseiller Béral. On redonne la parole à Abdelnasser Garboua. Quelles sont, selon vous, les mesures quelles mesures vous proposeriez à l'État pour pouvoir accompagner cette décision d'augmentation du prix du carburant? Écoutez, moi, j'emboîte les pas à l'honorable Béral sur la question de maîtrise des prix de denrées sur le marché, surtout les denrées d'importation. Le gouvernement qui contrôle, qui connaît les prix, je pense, à l'achat, puisque les documents douaniers qu'on produit au niveau donc de l'entrée des produits vers le Tchad sont clairs. Il y a tous les chiffres qui sont là-dessus. Donc le gouvernement sait le prix d'achat des produits à la base. Il sait les taxes qui sont imposées sur ces produits. Et donc le gouvernement doit être en mesure de fixer une marge bénéficiaire aux commerçants pour que ces produits soient contrôlés sur le marché. Malheureusement, le ministère du Commerce ne fait pas ce travail. Le marché tchadien est un jungle où chacun fixe le prix, est une jungle où chacun fixe le prix comme il veut. Et malheureusement, comme l'a dit le député, dès qu'il y aura augmentation, par exemple, de salaire, ces prix vont augmenter. Aujourd'hui, par exemple, au Tchad, je prends un exemple simple. Les coûts de terrain, donc vous appelez ça quoi, les parcelles à l'achat, les gens les donnent d'une manière arbitraire. Il n'y a pas de nomenclature. Personne ne fait appliquer la nomenclature de l'État. Aujourd'hui, vous achetez, pour acheter une maison, quelqu'un m'a dit hier, à un hectare, on lui a dit un hectare à Klessoum, un hectare à Klessoum à 40 millions. Un hectare de terre à Klessoum, c'est à 40 millions. Vous imaginez un peu ce que ça signifie, un hectare à Klessoum là-bas à 40 millions? C'est inadmissible et l'État ne contrôle absolument pas. D'ailleurs, ce sont des occupations anarchiques. D'ailleurs, même ces hectares-là, c'est la terre de l'État où des individus se l'arrogent. Et puis, en N'Djamena, c'est pire. On te dit un lot de 450 mètres carrés qui est fixé à l'État, par exemple, autour de 4-5 millions. Les gens te le vendent à 50-60 millions. Donc, je pense qu'il y a cette faillite de l'État à ces niveaux. L'État ne maîtrise absolument rien. Et des individus, je n'utiliserai pas l'expression de Béral, mais des individus qui se croient plus forts que l'État contrôlent les différents circuits, donc de l'importation jusqu'à la vente, et ça devient plus cher. Moi, je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté des matériels agricoles que j'ai distribués à mes parents dans mon département. J'ai acheté ces matériels agricoles en Chine. Je les ai amenés jusqu'à N'Djamena. Leur coût, j'en ai acheté 15. J'ai mis moi-même dans un conteneur. J'ai transporté ça jusqu'à Kribi, jusqu'à N'Djamena. J'ai payé les douanes. J'ai mis. Leur coût, c'est avoisine autour de 1 million, 1,5 million. Vous voyez? Ces mêmes matériels, d'ailleurs en moindre capacité, parce que moi, j'ai amené des matériels de 15 chevaux. À la Cimatrac, les mêmes matériels de 13 chevaux, et d'ailleurs moindres parce que c'est des matériels de moindre qualité, de 13 chevaux, sont vendus à 2,5 millions. La Cimatrac qui appartient à l'État. Imaginez les gaps. C'est-à-dire qu'ils payent le prix de revient, ils mettent plus d'1 million sur le prix de revient. Et là, moi, je n'ai acheté que 15, j'ai mis sur le toit. Or, si j'en achetais peut-être, si c'est l'État, on a acheté, peut-être il va acheter 1000, ou même si c'est 500 ou 600, le prix de revient reviendra ici en N'Djamena, après paiement de douane et autres, à moins de 1 million. Et donc, si l'État lui-même, il amène ce genre de produits
où il contrôle des citoyens qui amènent ça et il met à la disposition de la population, surtout des cultivateurs, mais la production va augmenter. On ne va plus parler des questions de crise alimentaire au Tchad. Oui, la question de la crise alimentaire, on va y revenir, donc, monsieur. Il y a des exemples comme ça où des gens profitent de l'État. D'abord, nos commerçants sont véreux, il faut le dire sincèrement, ils sont véreux parce qu'ils ne sont vraiment pas sérieux. Ils augmentent les prix d'une manière vraiment hallucinante parce que si vous voyez les prix aujourd'hui avec Alibaba, vous pouvez comparer les prix en Chine. Vous mettez le coût de revient jusqu'à N'Djamena, vous mettez le transport de Kribi ou de Douala jusqu'à N'Djamena, je vous assure que les denrées sont vendues au triple au Tchad. Alors, nous allons revenir au conseiller Biral. La question qu'on aimerait poser, une fois que le prix du carburant est augmenté, c'est quels seront les risques politiques qui pourraient être liés donc à cette décision du gouvernement? Écoutez, les risques politiques, je pense que c'est le bras de fer qui va s'installer entre la société civile, la population et le gouvernement en place. De toute façon, ce risque, il n'est pas, et c'est pas ce qu'il y a plus à craindre. C'est que depuis longtemps, il y a quelque chose qui est cassé entre le landerneau politique et la population tchadienne. Vous pouvez simplement juger par la dernière consultation électorale, à savoir le vote référendaire qui a eu lieu en décembre dernier, pour vous rendre compte que les populations ont décidé, dans un pacte non dit, de dire, écoutez, on laisse les politiques jouer leur truc, on s'en fiche complètement. Parce que tout le monde sait très bien que les chiffres qui ont été sortis du diable Vauvert par rapport à la consultation référendaire, 63% de participation, 85% de oui, 15% de non. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, on dirait qu'on se trouve dans un cinéma, dans un pays à plus de 80% d'analphabètes. Il n'y a pas eu une seule personne, même qui, par erreur, aurait mal coché son bulletin pour constituer des bulletins nuls. On a exactement 85% de oui, 15% de non. Ça fait 100%, pile, 63% de participation, malgré ce que vous avez vu dans les rues ici à N'Djamena, vous autres de la presse, etc. Donc, de toute façon, le ressort est cassé entre le politique et la population depuis longtemps. C'est cassé. Donc, cette augmentation de prix de carburant vient rajouter de l'huile sur le feu, là où il ne le fallait pas. Et tout le monde, moi, quand j'entends les uns et les autres depuis mercredi dernier où ces augmentations de prix sont intervenues, je n'entends que des personnes complètement déçues, des personnes se sentant abandonnées, incapables de faire quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a rien de plus cynique politiquement que ça. Et lorsqu'on vous dit que c'est pour résorber la crise alimentaire, comment voulez-vous... Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, un exemple qui a été repris d'ailleurs par Garboa. On vous a dit tout à l'heure que lorsque le jardinier, il paye un peu plus son carburant pour sa motopompe et produire de la tomate, s'il arrive une crise alimentaire, comment pouvez-vous espérer, en augmentant le prix du carburant, faire en sorte que le Tchadien se nourrisse mieux, puisque les produits vont être absolument augmentés en termes de coût de production? C'est complètement absurde. C'est-à-dire, là, on est dans une situation où les gouvernants insultent l'intelligence de nos populations. Et c'est ça ce qui me révolte, ce qui me suffoque l'entendement, c'est exactement ça. C'est de prendre les gens pour des abrutis. C'est-à-dire, bien sûr, on a beaucoup d'analphabètes dans notre pays, mais premièrement, tout le monde n'est pas analphabète. Nous sommes quelques-uns quand même à être instruits. Et deuxièmement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre.
Quand vous faites payer quelqu'un plus cher, il n'a pas besoin d'être un docteur ou d'être un professeur d'université pour comprendre. Ça, c'est très simple. Le paysan qui dépensait 100 francs pour son thé et que dorénavant, il va dépenser 150 francs, ça, il n'a pas besoin de sortir d'université pour comprendre. C'est une chose aussi simple que ça. C'est de l'argent qui sort de son portefeuille. Et nous avons des familles dont les enfants partent à l'école avec des mototaxis, des fonctionnaires qui doivent payer le carburant pour aller à l'école. Ces gens-là sont en train de revendiquer une amélioration quant à leur traitement salarial. Et vous avez la grande intelligence de dire la bonne solution, c'est d'augmenter un petit peu vos dépenses. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, comme solution, il faut que vous dépensiez un peu plus pour que ça fonctionne. Est-ce que ça va encore ? Conseiller Béral, merci. On revient à Abdelnasser Garboua. Après l'annonce de l'augmentation de prix de carburant, certains économistes estiment qu'on s'attendra d'ici quelques jours également à l'augmentation des prix de consommation électrique, et que la SNE va augmenter également ses prix, que la STE aussi va augmenter également les prix, qui seront les conséquences directes donc de cette augmentation de prix de carburant sur le marché tchadien. Alors, quel est votre avis par rapport à ça? Et sinon, la question qu'on aimerait vous poser aussi, quelles seront les conséquences donc des grèves qui sont déjà annoncées par les syndicats? Quelles seront les conséquences de ces grèves sur la situation déjà socio-économique de notre pays? Écoutez, moi je pense que d'abord je voudrais corriger quelque chose par rapport à ce que mon vis-à-vis vient de dire sur la participation aux législatives, aux consultations référendaires. Par exemple, il faudrait faire la part des choses entre la participation des gens en ville et la participation des Tchadiens à l'intérieur du pays, où d'ailleurs partout dans le monde on sait qu'à l'intérieur du pays les gens participent mieux que dans les centres urbains. Ça c'est une évidence. Ça c'est la première des choses. Mais laisse-moi quand même finir, tu as parlé, je n'ai pas... Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand ils donnent la chiffre... Là, tu es en train de dire un truc qui est faux. Laisse-moi d'abord... Au Tchad, nous savons que la participation politique, c'est plus en milieu urbain. Donc, c'est pas possible. Laisse-moi finir. Toi et moi, nous connaissons... Laisse-moi, Béral, finir, mon cher ami. Toi et moi, nous connaissons la sociologie de notre pays. Laisse-moi finir. Tu vas pas me dire que la politique intéresse plus le milieu rural que l'urbain. Non, c'est pas possible. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est ce que tu viens de dire. Non, je parle de la participation, de la sortie des gens pour aller voter. C'est de ça que je dis. Mais ça, tu veux vraiment me dire que en milieu rural, on sort plus qu'en ville. Plus qu'en ville. Ça a été toujours comme ça. C'est pas possible. Maintenant, sur les chiffres de 85-15, les 85% et les 15%, c'est sur les suffrages exprimés. Il faut faire je suis en train de parler du suffrage exprimé, la part des choses. Oui, c'est le suffrage exprimé. Les bulletins nuls sont comptabilisés à part. Maintenant, les suffrages... Si, on donne les bulletins nuls. Si, on donne les bulletins nuls. Ça n'a pas été donné. Si, les statistiques sont en ligne. Je vous dis que ça n'a pas été donné. On donne le statistique, les suffrages, les bulletins nuls. Si vous avez 85 et 15%, quelle est la part qui reste pour le nul? Ça va être combien alors? Sur les 63% de participation, il y a eu des nuls, des bulletins nuls et autres qu'on a mis de côté. Maintenant, pour les suffrages véritablement exprimés, les 100% des suffrages véritablement exprimés, il y a 85% pour le oui et les 15% pour le non. Alors, nous sommes d'accord que c'est une mise au point. Garbois, s'il te plaît, un bulletin nul est un suffrage exprimé. Laisse-moi finir. Un suffrage nul laisse-moi finir. Non, un bulletin nul, c'est un suffrage exprimé. Laisse-moi finir, Béral. Garbois, s'il te plaît. Sur la question que vous m'avez posée relativement tu es en train de me décevoir. Non, on va pas passer sur cette question. Toi et moi, on se connaît très bien. Béral, s'il te plaît. Je connais ton acuité intellectuelle. Là, tu es en train de faire du mauvais jeu politicien. Mais comment? Suffrage exprimé, c'est quoi? Un bulletin nul, c'est pas un suffrage exprimé? Non, je suis désolé. C'est pas un suffrage exprimé? Non. Bah, tu parles. On ne compte pas les bulletins nuls comme suffrage exprimé. Donc, il y a 85, il y a 15%. Les suffrages exprimés, c'est les oui et les non. Ça, c'est le suffrage. Non. Suffrage exprimé, c'est les votants. Conseiller Béral, c'est les votants. monsieur Abdelnasser Garboua, juridiquement, c'est ça.
Permettez c'est pas possible. qu'on ferme la parenthèse Juridiquement, et qu'on continue. le suffrage exprimé, c'est les gens qui sont allés voter. Alors, merci. Donc, alors, le bulletin nul et galvas sont des suffrages exprimés. Nous revenons à la question. Attendez, monsieur vous n'allez pas Abdel tout Nasser redéfinir dans ce pays, c'est pas possible. Revenons à la question posée à Abdel Nasser Garboua. Quelle serait donc l'influence, quelles seraient donc les conséquences des grèves, si grève il y a, parce que c'est déjà annoncé par les syndicats. Si effectivement les syndicats arrivent à tenir le mot d'ordre de grève qui a été lancé, quelles seraient donc les conséquences de cette grève sur la situation actuelle du Tchad? Mais écoutez, moi je ne souhaite pas une grève. Je pense que le gouvernement fera tout son possible pour nous éviter une grève, surtout longue. Peut-être 2-3 jours, une semaine de grève, ça va, mais il ne faut pas nous faire une longue grève, ça c'est évident. Maintenant, en ce qui concerne, parce que vous avez posé des questions à plusieurs volets, mon ami Béral m'a perturbé, je ne me retrouve plus dans mes Alors, j'étais en train de dire que voilà, les économistes prévoient qu'après cette augmentation du prix du carburant, cela impliquera également l'augmentation des prix de fourniture d'électricité par la SNE et aussi de l'eau par la SDE. Non, je ne pense pas, parce que le gouvernement subventionne énormément le secteur de l'eau et le secteur d'énergie, et je ne crois pas qu'il va y avoir de répercussions à ces niveaux. Les répercussions, c'est beaucoup plus sur le marché, comme nous venons de le dire, et là même sur le marché, il faudrait vraiment que cette fois-ci, le ministère du Commerce fasse réellement son travail pour contrôler les prix. Au besoin, ils peuvent même peut-être permettre à certains grossistes d'ouvrir des comptoirs spécialisés pour vendre les produits à moindre coût, ou vraiment de surveiller les marchés, ou bien d'imposer même les kilogrammes, parce que nos ventes en coraux et autres sont vraiment truquées énormément. Et donc, toutes ces panoplies de mesures doivent être prises très rapidement par le gouvernement et notamment le ministère du Commerce afin de vraiment réguler les prix des denrées alimentaires sur le marché. Autrement dit, si on n'arrive pas à le faire, je pense que ça sera très très compliqué pour les ménages. Alors, monsieur Abdel Nasser Garboua, pendant que vous avez la parole, on vous pose la question, on bascule sur la question du Tchad, qui est décrété comme déclaré comme pays en état d'urgence alimentaire et nutritionnelle. Qu'est-ce que cela implique ? Écoutez, moi, je pense que ça, c'est une mesure gouvernementale pour appeler à l'aide de la communauté internationale, parce que nous avons aujourd'hui... moi, je suis concret quand je parle dans mes choses. Actuellement, j'étais à moins d'un mois, je dirais à 2 semaines. J'étais à moins même de 2 semaines, j'étais à Bitkin, dans mon département. Et aujourd'hui, nous sommes en période de récolte du berbéré, qui est l'une de nos spécialités dans ma zone, dans mon village. Normalement, le coraux du berbéré doit se négocier entre 200 et 250 francs en cette période. Or, sur le marché aujourd'hui à Bitkin, le coraux du berbéré est à 500 francs, c'est-à-dire c'est le double. Pourquoi ? Je posais la question, parce qu'en réalité, à l'est du Tchad, les gens n'ont pas suffisamment cultivé. Et avant, lorsque les récoltes ne sont pas bien, les gens complètent le gap à partir du Soudan. Malheureusement, au Soudan, c'est pire. Or, les Soudanais sont venus du côté du Tchad. Donc, les commerçants ramassent les produits un peu plus loin, donc vers le Guéra, peut-être vers le Salamat, et peut-être même un peu plus loin, vers le sud du Tchad, pour envoyer à l'est. Donc, les prix, la demande étant forte, les prix également sont élevés. Supposons qu'aujourd'hui, au moment de récolte, le prix est à 500 francs. Dans 2 mois, 3 mois, ça va être pire. Donc, la période de soudure qui va s'annoncer sera catastrophique. Et donc, le gouvernement, je pense que c'est un bon droit qu'il a donc décrété ou déclaré cet état d'urgence alimentaire pour permettre aux partenaires internationaux qui accompagnent le Tchad de se bouger un peu. Non seulement il faut apporter de l'aide humanitaire, mais il faut également apporter de l'aide aux Tchadiens eux-mêmes, qui sont les hôtes de ces réfugiés. Donc je pense que c'est une mesure gouvernementale pour permettre
à l'État de mobiliser ses partenaires. Il faudrait dire également que notre ministre de l'économie actuellement, c'est un pur produit donc, des institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Donc il connaît parfaitement ces circuits. Le Premier ministre, c'est pareil. D'ailleurs, il s'est entouré des économistes de haut vol dans son cabinet. Donc je pense qu'il maîtrise ces domaines et c'est à bon droit qu'ils ont lancé cette urgence alimentaire. Et nous eussions espéré que cela puisse permettre à nos concitoyens d'avoir de l'aide nécessaire. Alors, état d'urgence alimentaire et nutritionnelle, conseiller Béral Mbaye Koubou, jusqu'à présent, comment est-ce que vous évaluez des actions entreprises par l'État pour pouvoir atténuer cette crise alimentaire dont fait face le Tchad depuis quelques années? Oui, il faut dire d'abord, premièrement, que c'est pas très étonnant parce que nous sommes dans une période de très grave crise climatique. Depuis quelques années, notre pluviométrie n'est plus celle que nous connaissons. Les pluies tombent de manière tout à fait anormale, c'est-à-dire soit elles tombent insuffisamment au moment qu'il faut et elles tombent exagérément quand il ne le faut pas, ce qui ne profite pas du tout à l'activité agricole qui soutient l'alimentation. Donc de ce point de vue-là, on ne va pas accuser les dirigeants politiques d'être les responsables de tout pour une fois. Là, c'est la nature, c'est Dame Nature, saccagée par l'être humain et ses activités, qui fait que notre agriculture ne puisse plus suffire à notre alimentation. Ça, c'est une évidence. Mais la seconde chose, là, je partage absolument le point de vue de mon cher ami Garboa, c'est que le gouvernement a lancé cette alerte pour pouvoir appeler les partenaires à une sorte d'attention qu'il faut prêter au Tchad. Non seulement parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons de l'insuffisance alimentaire de par notre production cassée par les aléas climatiques, mais surtout parce que les circonstances politico-militaires et géopolitiques, etc., autour de nous font que nous n'avons pas qu'à gérer les populations qui sont les nôtres. Nous accueillons des réfugiés et l'hospitalité de nos populations font que les terres sont en partage, les pâturages sont en partage, l'espace de vie simplement se retrouve en partage sans que nous ayons prévu. Nous aussi, on a eu des périodes où on a été des réfugiés chez les autres. Et voilà pourquoi il faut saluer nos populations quand elles ont cette magnifique tolérance d'accueillir nos frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, parce que mis en difficulté par la folie des politiques assoiffés de pouvoir chez eux, etc. Donc voilà, je pense que c'est une manière d'appeler simplement les partenaires à se donner la main autour du Tchad et à nous donner la main afin que nous ne puissions pas tomber dans des périodes de famine. Et comme nous l'avons dit dans la première partie du débat tout à l'heure, déjà que les gens sont en difficulté financière, en difficulté économique, et qu'on invente n'importe quel bidule pour leur compliquer la vie, si la crise alimentaire venait à s'affirmer de manière très claire, alors la situation serait pire. Alors il faut pas attendre que le mal soit là avant de lancer des SOS de manière préventive, de manière prospective, appeler déjà nos différents partenaires à nous venir en aide parce qu'il y a un risque d'urgence alimentaire. Je trouve que c'est quelque chose de très c'est quelque chose de très réfléchi. Et comme mon cher Garboa l'a dit, on a un Premier ministre qui est avisé, qui est averti et qui est bien entouré. Et de par son passé, il connaît ces questions pour avoir travaillé dessus dans les institutions qu'il a traversées auparavant. Ce n'est que justice et c'est de la lucidité que de pouvoir prendre les mesures dès maintenant. Et de toute façon, si nous tirons la sonnette d'alerte et que la crise n'arrive pas,
tant mieux. Mais nous serons très mal partis si nous attendons que cela se déclare avant de commencer à appeler. Merci pour votre analyse, conseiller Béral Mbaïkoubou. Nous sommes en train de finir cette émission. Avant de la clôturer, nous donnons la parole à M. Abdelnasser Garboua de dire son mot de fin avant qu'on ne puisse clôturer. Et moi, mon mot de fin, c'est vraiment adressé au gouvernement de la République du Tchad. C'est vraiment de prendre ses responsabilités afin de juguler la crise alimentaire sur le marché en mettant en place des mesures appropriées et surtout de la surveillance, surtout sur des denrées de première nécessité, notamment l'huile, le sucre, la farine et un certain nombre de ces denrées qu'on peut contrôler, même la viande et autres. Il faudrait vraiment que le gouvernement puisse mettre en place des brigades de prix, comme on les appelait à l'époque. Ça existait au Tchad. Moi, je me rappelle, autant dans les années 80, aucun commerçant ne peut augmenter les prix comme il veut. Aujourd'hui, les gens profitent de ce qu'on appelle la démocratie pour faire du n'importe quoi. Et d'ailleurs, le conseiller Béral l'a si bien dit. Même dans les plus grandes démocraties au monde, les États-Unis et ailleurs, les prix de denrées sont contrôlés par le gouvernement. Mais ici, les gens profitent de ce qu'on dit démocratie pour faire du n'importe quoi. Et là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est ça mon mot de fin. Merci, M. Abdelnasser Garboua. Nous donnons également la parole au conseiller Béral Mbaïkoubou. Quel est votre mot de fin avant que nous puissions clôturer cette émission? Mon mot de fin, il est très très simple. Je demande au gouvernement d'avoir le courage des grands esprits de retirer cette mesure d'augmentation des prix du carburant. C'est une mesure irréfléchie, c'est une mesure insensée, c'est une mesure stupide dans le contexte actuel où ça bouillonne socialement. On ne peut pas être plus bête que d'aller rajouter cette mauvaise huile-là sur le feu qui est en train de couver. Donc il faut retirer cette mesure. Ça n'a aucune raison d'exister parce que, comme je l'ai dit pendant le débat, le carburant, c'est de l'énergie. L'énergie étant une nécessité transversale, on va impacter l'ensemble de la société avec cette mesure qu'on croit être petite par ces augmentations. S'il y a de la contrebande pour le carburant, il revient de la responsabilité des gouvernants, de par notre souveraineté, de faire en sorte que cela ne sorte pas. Mais dire que nous augmentons les prix pour être au même niveau que les pays de la sous-région, franchement, il faut arrêter d'insulter l'intelligence du peuple tchadien. Il faut retirer cette mesure. Voilà mon mot de fin. Merci, conseiller Béral. Je rappelle que vous êtes conseiller national de transition et vous êtes Béral Mbaïkoubou. Merci de répondre à notre invitation et surtout de répondre à nos questions. Je vous en prie. Et nous avons également eu M. Abdelnasser Garboua sur ce plateau avec nous. Il est journaliste et analyste politique. Merci, M. Abdelnasser Garboua, de répondre à notre invitation. Merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, chers auditeurs de la radio Tchad Info, merci à vous tous de nous avoir tenu compagnie durant ces moments où nous avons passé ensemble pour parler de cette actualité relative à l'augmentation du prix de carburant. L'essence qui est passée de 518 à 730 francs CFA, le gasoil qui est passé de 700 à 828 francs CFA. Donc voilà, vous avez suivi les analyses, vous avez suivi des propositions qui ont été faites par nos invités sur ce plateau. Nous allons nous arrêter ici et nous allons donner rendez-vous donc très prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur votre chaîne d'information Tchad Info TV.